Bien, Henri de Grossouvre, donc, qui a écrit ce livre Paris-Berlin-Moscou, est un ami personnel de longue date, et donc j'ai eu l'occasion à maintes reprises de pouvoir non seulement parler avec lui de cette fulgurance qu'il avait eue, et en même temps de l'avoir maturé et d'une certaine façon dépérir. Je vais essayer, quand je vais aborder les questions que je vais aborder ce soir, je vais essayer de le faire en dehors du champ normal, on va dire, auquel vous vous attendez très probablement. Vous êtes certainement tous, comme moi, des amoureux de cette relation, d'une certaine façon, peut-être parfois des amoureux déçus, des amoureux malheureux, certainement, mais le but de mon intervention ce soir, ça n'est pas de contribuer à alimenter le pathos de la déplorable dégradation des relations entre nos deux pays, ni même de vous raconter une sérénade sur la grande histoire passée des relations entre nos deux pays. Bref, je ne vais pas vous faire ni pleurer ni rire. Je vais essayer de m'en tenir à des choses très dures et très froides, je dirais presque glaciales, neutres du point de vue des températures historiques en tout cas. Sur le papier, si l'on met de côté, je dirais, tous les éléments affectifs, romantiques des relations entre nos deux pays, et Dieu sait qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire, si l'on met ça de côté, on pourrait dire que sur le plan géostratégique, la relation entre la France et la Russie s'est tissée, s'est construite sur des opportunités et des alliances géostratégiques, dans un jeu qui était un jeu d'équilibre des puissances qui s'est joué sur l'ensemble du continent européen, qui était le cœur de la puissance du monde pendant des siècles, et dans le cœur de ce continent, au cœur de ce continent, donc entre trois gros blocs qui ont donné les trois grandes puissances de ce continent, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, avec, on va dire, l'espace germanique plus exactement, et la Russie, l'espace russe. Et dans ce jeu à trois, comme vous le savez tous, dans les cours de récréation, quand il y en a trois, il y en a toujours deux contre un, eh bien, en matière de géostratégie, c'est un petit peu toujours, en matière de géopolitique, ça s'est malheureusement un petit peu toujours joué comme ça, non pas tant parce que c'est une loi, une évidence de l'histoire, lorsque l'un prend trop de puissance, eh bien les autres s'allient pour l'abaisser, mais aussi parce qu'il y a toujours eu un tiers exclu, mais qui s'est inclus lui-même dans ce grand jeu de tous les siècles, c'est la puissance maritime que constituait la Grande-Bretagne et que constituent encore aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, qui en sont, par bien des aspects, la continuation. Nous avons donc été ballottés, les relations entre nos deux pays se sont construites sous la pression d'opportunités d'histoire, de nécessités d'alliance, de nécessités vitales, qui nous ont poussés dans les bras les uns des autres et parfois amenés aussi à nous combattre lorsque la Russie, comme elle l'a fait souvent à travers les siècles, a joué le rôle de mise à la terre, j'emploie une métaphore électrique en quelque sorte pour parler de puissance, lorsque la Russie a servi de mise à la terre des arcs de puissance et d'impérialisme qui naissaient à l'ouest. Aujourd'hui, la question de l'axe Paris-Berlin-Moscou n'est pas totalement dépassée, mais elle semble, je dirais, n'être plus du tout une question d'actualité. C'est donc quelque chose de très particulier de parler de cela aujourd'hui, surtout parce que Paris n'existe plus et que Berlin n'existe plus non plus, en tout cas pas en tant qu'axe ou centre d'une volonté de puissance propre. Et la France elle-même, si vous regardez la carte des derniers votes aux élections européennes, c'est assez frappant de le voir. Vous regardez la carte des votes en France et vous regardez spécifiquement les votes de la région parisienne, de Paris précisément, et vous vous apercevez que cette ville est devenue un chancre pour son propre pays, mais aussi le lieu d'où rayonne un pouvoir qui est une xénocratie, qui est en quelque sorte un anti-pouvoir, un anti-État, une anti-puissance, en tout cas l'anti-puissance française,
Aujourd'hui, l'axe dans lequel la France s'est sommée de se désintégrer, c'est l'axe Washington-Londres-Bruxelles. Cet axe qui a un nom de scène, le nom de scène c'est Occident, hein, on appelle cet axe Washington-Londres-Bruxelles, on l'appelle l'Occident. Alors, on va pas faire un retour sur le concept d'Occident par rapport au concept d'Orient. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, c'est en tout cas pas l'objet de mon intervention aujourd'hui. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Et je dis qu'il y a comme un mystère là-dedans, mais un mystère qui tourne de plus en plus à l'inquiétude, en tout cas dans la population, comme vous l'avez vu lors des dernières élections, et parce que les peuples ont toujours toléré une part de mystère dans leur État, en tout cas dans leur rapport avec l'État, à partir du moment où l'État assumait ses fonctions historiques, c'est-à-dire ses fonctions naturelles, c'est-à-dire celui d'assurer la bonne continuité, bon an, mal an, volance-nolance, de la bonne continuité de la population dont il était l'État. L'État, l'Occident, donc on ne sait pas exactement ce que c'est. Personne ne sait exactement si on a affaire à une corpocratie, à une nétocratie, à une plutocratie, si on a affaire à je dirais une mafia dissimulée derrière les institutions, derrière des institutions apparemment froide et méthodique, une mafia plus ou moins idéologisée, plus ou moins religieuse, plus ou moins intéressée, plus ou moins messianique, bref. On a tous beaucoup de mal à définir, à identifier les contours exacts de ce à quoi nous sommes confrontés, mais une chose est sûre, en France, l'État n'est plus dans l'État. Et en Allemagne, l'État n'est plus dans l'État non plus. Je dirais qu'en Allemagne, c'était un peu couru d'avance, même si la remontée en puissance de l'Allemagne, pour des raisons essentiellement économiques et industrielles, a pu faire croire à certains qu'il y avait encore la possibilité, une volonté propre de l'Allemagne en matière de géopolitique. Et c'est toujours un petit peu le cas. On n'est pas totalement, la disparition n'est pas totale. Disons qu'on est, je ne sais pas, vous connaissez les filtres, vous savez, où on peut passer les trams et passer à 20% ou à 30% ou à 40%. On doit en être à 20%. Donc il reste des traces en quelque sorte de cet État, de ces volontés de puissance, il reste des États profonds allemands, il reste un État profond français, dans les profondeurs de l'administration française, des gens qui cherchent à lutter contre la mainmise des réseaux néoconservateurs et des volontés étrangères sur notre politique, notre diplomatie, etc. Mais progressivement, ces traces s'effacent. L'Occident, donc, on ne sait pas exactement à quoi ça renvoie, on sait simplement que cet ensemble-là semble, comme évoqué dans le piège de Thucydide, voire annoncer en quelque sorte, avec la montée en puissance de la Chine au niveau mondial, l'apparition d'une nouvelle guerre, ou en tout cas d'un nouveau rapport de force. Quelle est la place de l'Europe? Quelle est la place de la France, de la Grande-Bretagne, enfin, pardon, de l'Allemagne et de la Russie là-dedans? La France et l'Allemagne, pas grand-chose, je dirais. En tout cas, notre disparition sur du théâtre des opérations dans la guerre, notamment en Ukraine, a montré, pour ne pas parler de la Syrie, a montré à quel point, à quel degré d'abaissement, d'effacement nous en étions. Par contre, la Russie est un élément clé, évidemment. Dans le plan Schlieffen, je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, hein, le plan Schlieffen, c'est un plan qui avait été élaboré par l'armée prussienne à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, et qui disait qu'en clair, la puissance dominante sur le continent, celle à laquelle il fallait faire face, qui constituait la véritable puissance, c'était la Russie, et que donc le plan Schlieffen prévoyait en quelque sorte une opération rapide et en masse sur la France pour neutraliser je dirais le numéro 2 dans l'ordre des menaces, pour pouvoir après se tourner intégralement, tourner l'ensemble de ses forces sur le numéro 1 en termes de rivalité et de puissance. Le plan Schlieffen n'a pas été strictement appliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis il y a eu les taxis de la Marne qui ont bloqué le phénomène d'enrobement de l'armée française, et donc littéralement, avec un certain nombre d'autres paramètres, notamment, bref, on ne va pas faire d'histoire militaire ici. Bref, aujourd'hui, la Russie est la France de cette époque, d'une certaine façon. Les États-Unis doivent, pour s'en prendre, ou en tout cas pour se mettre en position d'affronter le rapport de force efficacement avec la Chine,
doivent briser absolument toute possibilité d'alliance entre la puissance continentale, ses moyens, ses espaces, ses ressources, ses populations, et la Chine pour espérer pouvoir prendre l'ascendant dans ce rapport de force. C'est du moins, en tout cas, l'hypothèse la plus classique, avancée par tous les gens qui font mine de réfléchir à ces questions-là. Elle paraît effectivement de bon sens. On se dit oui, tout ça, ça semble évidemment très logique. Et pourtant, quand on y réfléchit bien, elle n'est pas si évidente que ça. Elle n'est pas si évidente parce que, historiquement, la Russie n'a pas été régler le problème de la menace numéro 2 n'était pas du tout évident. Enfin, il n'était pas du tout évident qu'il soit préférable de s'attaquer à la Russie pour régler le problème de la menace numéro 2. Je veux dire par là que si on essaye d'être rationnel, si on analyse rationnellement le comportement rationnel sur le plan géostratégique des États-Unis, de l'Occident, de ce fameux axe dont nous parlons, dont nous ne savons pas exactement de quoi il est composé, qui le dirige et comment il fonctionne, même si nous avons tous des indices ici et là, eh bien, il semble curieux que le choix qu'ait fait cette puissance qui s'appelle Occident, et qui s'impose à nous ici, comme elle s'impose aux Allemands chez eux et cherche à s'imposer en Ukraine, il n'était pas évident, sur le strict plan logique, cette puissance avait intérêt à entrer en guerre, et dans une guerre de deuxième génération sur le continent ukrainien avec la Russie. À quoi correspond cette guerre? C'est une stratégie classique, kamikaze contre checkpoint, c'est-à-dire en clair, vous prenez un bonhomme, vous le fanatisez, vous lui mettez des ceintures d'explosifs et vous l'envoyez se faire exploser sur un checkpoint. Le checkpoint, c'est la Russie. Le kamikaze fanatisé, c'est l'Ukraine reconditionnée en anti-Russie. Et c'est cette opération, en quelque sorte, qui a permis de déclencher la guerre en Ukraine. L'ISIS, le Daesh, l'État islamique en Syrie, était exactement la même opération, avec exactement les mêmes méthodes. Elle permettait dans les deux cas, d'ailleurs, de drainer dans toutes les villes du monde occidental les élites radicalisées, on va dire les populations radicalisées, l'extrême droite, une partie de l'extrême droite identitaire en Ukraine, et une partie des réseaux musulmans radicalisés. Radicalisés par quoi? On le sait bien aussi, en direction de Daesh. Et donc, ces deux opérations qui se sont mises en place ont permis, en quelque sorte, d'utiliser les marges occidentales, marges férocisées, les marges férocisées, en quelque sorte, de la périphérie occidentale pour les jeter contre le checkpoint russe, d'une certaine façon, et espérer ainsi affaiblir économiquement, démographiquement, la Russie. Je crois que ce problème a été identifié très tôt par l'État russe et par les élites russes, et elles ont affronté cette situation à chaque étape, avec, à mon avis, toujours cette idée qu'il n'était pas seulement ce n'était pas simplement, évidemment, pas une question simplement de territoire, de géopolitique, d'accès au port, même si on connaît tous, on n'imagine pas que les Russes aient pu un jour penser on ne pourrait pas un jour imaginer que les Russes s'accommoderaient du fait que Sébastopol passe sous le contrôle de l'OTAN, évidemment. Donc il y avait évidemment tout un tas de choses qui sont de l'ordre de l'immunité quasiment historique, de l'immunité sensible, qui empêchait d'imaginer que la Russie n'intervienne pas, voilà. Mais le sang-froid avec lequel le pouvoir russe a géré cette crise, en l'apercevant pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une première tentative d'engager effectivement voilà. Cette situation a provoqué une réaction immunitaire de part et d'autre. Une réaction immunitaire dans la société russe, dans le monde russe, avec ce qui se passe quand il y a des périodes de guerre, c'est-à-dire une sorte de coopération sous stress vital qui a commencé à monter, même si on a cherché à la casser, à la brouiller, parce que la Russie est un État
qui règne sur c'est un État sur un territoire multiconfessionnel et multiethnique, je ne vous apprends rien, et donc ça a toujours été et sa force et son point faible, bref, c'est un autre sujet. Une chose est sûre, c'est que dans cette confrontation qui s'est engagée, les effets ont été doubles, elles ont en quelque sorte fragmenté, elles ont éclairci, elles ont créé l'apparition d'un nouveau rideau de fer en Europe, qui s'est déplacé, non plus, qui passait plus par Berlin cette fois-ci, mais qui passe aujourd'hui par les frontières extérieures de la Biélorussie et de l'Ukraine. Et il est probable que les Américains chercheront à installer en Ukraine le type de situation qu'ils ont installé en Corée du Nord, après avoir, pendant la guerre de Corée, massacré, détruit près de 25% de la population. On l'oublie trop souvent. Bref, une chose est sûre, c'est que dans ce dispositif-là, dans cette situation-là, que je suis obligé d'évoquer de façon très, très rapide et très peu subtile, la France est absente, et elle est absente, et il est intéressant de revenir là-dessus pour peut-être voir ce qui peut se profiler après. Elle est absente parce qu'elle est fondamentalement privée, elle est déconstruite. Elle est déconstruite démographiquement, elle est déconstruite culturellement, elle est déconstruite économiquement. Elle est déconstruite par un travail de sape qui s'est opéré depuis 3 générations, mais depuis plusieurs dizaines d'années. Et ce travail de sape a abouti à ce que l'ensemble de nos élites aujourd'hui, même des partis politiques qui font mine d'avoir quelques velléités de sortir de la règle, de la logique de guerre imposée par l'OTAN, aujourd'hui, il y a quelques difficultés à dire simplement qu'il faudrait peut-être parler un petit peu de diplomatie, parce que quand même, etc., etc. Donc on en est là. C'est-à-dire on en est à un point où, pour l'essentiel des acteurs politiques français, ont presque du mal aujourd'hui à parler de diplomatie sans se faire traiter de pro-Poutine, hein, quand on parle du nom d'un gouvernant, etc., de pro-russe, de collabo, de tout ce que vous voulez, etc. Évidemment, vous avez compris que ce terrorisme intellectuel fonctionnait très bien dans les élites politiques et médiatiques, mais qu'il avait une emprise beaucoup plus faible, beaucoup plus relative sur la population. Vous avez certainement pu le constater. Il y a évidemment des gens qui regardent beaucoup trop BFM et CNews, mais il y a aussi beaucoup de gens qui pensent qu'ils fonctionnent autrement, et croyez-moi, j'en connais beaucoup. Je suis assez fréquemment surpris de voir, malgré le manque de culture historique ou le manque de culture tout court, des gens avec un peu de bon sens dire « mais enfin quand même, il y a combien de morts là-bas au fait, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, mais tout ça est stupide, mais ça sert à quoi, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas » etc., etc., etc. Et donc ces réactions de bon sens constituent un frein. Une étude est sortie il n'y a pas très longtemps, un frein pour l'ensemble des dirigeants des pays occidentaux. Je mets dirigeants entre guillemets, j'évoque ces guillemets avec mon geste parce qu'on a du mal à imaginer que Joe Biden gouverne réellement les États-Unis. Je pense que vous avez tous vu les vidéos de Joe Biden. Quand vous connaissez je dirais, quand vous imaginez les compétences, la présence d'esprit, la quantité de travail, les neurones qu'il faut pour pouvoir être capable de mener la première puissance mondiale, vous imaginez bien que ce vieillard claudiquant qui perd la boule toutes les 30 secondes n'est absolument pas capable de faire le job. Ce qui pose évidemment en sous-main, toujours en dessous, toujours la question de « mais qui gouverne les États-Unis » ? Et là, on retombe et on boucle sur la première observation que je vous faisais à propos de cet Occident dont on ne sait pas exactement de quoi il est constitué. La France va mal, c'est un abaissement qui se situe à des tas de niveaux. C'est un abaissement, une perte de vitalité culturelle, une perte de vitalité de volonté aussi politique, et je ne suis pas très optimiste sur la possibilité de déplacer les choses dans un laps de temps court. Tant l'ensemble des nœuds, je dirais des nœuds de pouvoir de la société française sont verrouillés. Hein, je pourrais vous raconter beaucoup de choses. Je connais pas mal de gens dans les milieux politiques et au plus haut niveau. J'ai reçu mes premiers cours d'histoire par Jean Védrine, qui était l'ami de François Mitterrand. Jean Védrine, son père.
Jean Védrine, son père, qui m'a donné mes premiers cours d'histoire sur l'histoire de Vichy lorsque j'avais 13 ans ou 14 ans. J'ai rencontré François Mitterrand, j'ai rencontré un certain nombre de personnalités politiques qui sont aujourd'hui des personnalités de premier plan, et je connais beaucoup des gens qui se présentent aux élections aujourd'hui ou qui sont acteurs du monde politique. Ce que je sais, c'est que la dégradation, la baisse de qualité du personnel politique français n'est pas une spécificité, enfin en France, n'est pas une spécificité de la France en fait. Il y a une perte de compétences, un affaissement de compétences, un affaissement de niveau qui est à proprement parler totalement incompréhensible. Bref, quand on se pose la question de savoir pourquoi les États-Unis ont décidé de s'en prendre, plus exactement quand on parle des États-Unis, on se comprend tous, hein, on ne parle pas des États-Unis, hein, on ne parle pas des Américains non plus, hein, on parle globalement de l'État profond américain, c'est-à-dire en gros de ce qu'on appelle l'Occident, l'oligarchie qui détient les pouvoirs dans ce pays et au-delà, donc sur cet axe dont je vous ai parlé. Et on ne comprend pas ce qu'il leur a pris de vouloir s'attaquer en priorité à la Russie, puisque l'effet immédiat de cela, ça a certes été de resserrer les rangs en quelque sorte et de faire basculer, secret de Polichinelle, des pays qui étaient déjà largement phagocytés, comme la Finlande, les États baltes, etc., dans le camp de l'OTAN. Et je dirais que c'était une question de temps. Ces pays étaient déjà largement, totalement phagocytés, l'Ukraine, n'en parlons pas. Mais simultanément, cela a poussé la Russie à renforcer, à approfondir sa dynamique de rapprochement eurasiatique et de se donner les moyens de disposer d'une marge de manœuvre dans ses choix futurs. Les États-Unis, si on essaie de comprendre donc ce qui s'est passé, on se dit que ce n'était pas très logique de pousser finalement la Russie dans les bras de la Chine. Mais ça, c'est analyser les choses uniquement du point de vue de la logique, du point de vue de la raison. Et lorsqu'on regarde le fonctionnement des néoconservateurs en question, quand on lit Paul Kagan, quand on regarde le fonctionnement des gens, des acteurs de cette géopolitique occidentale, force est de constater qu'on a l'impression assez fréquemment d'être confronté, enfin, d'être en face de gens. C'est d'ailleurs ce que disait, je ne sais plus quel diplomate de très haut niveau dans un entretien à Tucker Carlson il n'y a pas très longtemps. On a l'impression d'être confronté à des gens qui disposent de pouvoirs phénoménaux avec une intelligence extrêmement limitée. Et c'est un petit peu ce qui est inquiétant dans cette situation-là, c'est qu'on se dit, est-ce qu'ils sont vraiment aussi bêtes qu'ils en ont l'air et qu'ils semblent l'être? Ça paraît contre-productif parce qu'on est tous habitués, on se dit tous, merci, on se dit tous, quelqu'un qui est dans cette position d'influence-là, c'est forcément quelqu'un d'intelligent. On a tous cette réaction assez logique. Quelqu'un qui est dans une position de puissance, est, logiquement, est considéré comme quelqu'un d'intelligent. Et donc on a du mal à associer la bêtise et la puissance. Bien. Et c'est peut-être ça que nous n'avons pas, ce n'est pas l'objet de mon intervention aujourd'hui, mais c'est peut-être cela que nous n'avons peut-être pas assez analysé, ou peut-être n'avons-nous pas non plus assez analysé je dirais, les lignes de force souterraines de cet État, entre guillemets État, hein, de cette hydre occidentale, et peut-être n'avons-nous pas bien compris de quoi il était constitué et ce qui le tenait soudé dans les faits. Une chose est sûre, l'Occident s'est spécialisé depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, non pas qu'il ait été le seul à le faire, mais il a atteint un degré de maîtrise et objectivement une suprématie dans ce domaine qui ne fait pas de doute. L'Occident s'est spécialisé depuis plusieurs dizaines d'années dans les guerres de 4e génération. Les guerres de 4e génération, ceux qui ont un peu de culture militaire, les guerres de 1re génération, c'était les guerres de ligne de front, hein. On avait des cartouches, c'était essentiellement l'homme qui produisait la puissance de feu, et donc c'était des hommes alignés sur des fronts, etc. La guerre de 2e génération était une guerre industrielle, puisque là on allait chercher, c'était plus l'homme qui produisait la puissance de feu, mais c'était essentiellement l'appareillage, l'outillage, la logistique, donc on allait chercher dans les profondeurs du pays, dans la profondeur de la puissance industrielle et des ressources du pays, non seulement des hommes, hein, de la matière, etc., c'est la guerre de 14-18, hein, c'était une guerre tout en profondeur, en logistique, en puissance, en démographie, mais aussi en puissance industrielle, etc. Puis la guerre de 3e génération, qui était la Blitzkrieg, qui est la guerre qu'a menée l'armée allemande, notamment contre la France
mais aussi durant l'opération Barbarossa, qui est une guerre de mouvement, une guerre qui vise, parce que l'Allemagne savait qu'elle n'avait pas la profondeur de moyens, d'hommes, qui lui permettaient d'affronter un rapport de force de long terme dans le cadre d'une opposition industrielle, etc. Et ça, c'était la Blitzkrieg, la guerre de troisième génération, qui est une guerre de mouvement, mais qui est toujours une guerre de front. La guerre de quatrième génération, elle a été théorisée ainsi à partir des années 50-60, est une guerre fondamentalement différente, puisqu'elle se joue dans les profondeurs de la société. Il ne s'agit plus de vaincre l'ennemi dans un combat, dans un affrontement, sur une ligne de front. Il s'agit de s'en prendre en quelque sorte à l'État adverse, en coupant méthodiquement les liens de cet État avec sa propre population, en affaiblissant cet État par tous les moyens, guerre de partisans, trafic de drogue, etc., etc. Les guerres de l'opium, menées par la puissance financière anglo-saxonne, notamment en Chine et en Turquie, on oublie que la guerre de l'opium, ça n'a pas été simplement une affaire en Chine, mais ça a été aussi une affaire turque. Ça a même d'ailleurs été une affaire indo-chinoise contre la France, hein, qui a été menée. Il y a eu une guerre de l'opium contre l'Indochine française. Cette guerre de l'opium, c'est une guerre de quatrième génération. Hein, et de ce point de vue-là, ces guerres de quatrième génération utilisent des communicants, utilisent des publicitaires, utilisent des sémiologues, utilisent des stratèges, bref, on utilise tous les moyens en quelque sorte pour déconstruire, saper les moyens de la puissance adverse, non pas dans une ligne de front, mais dans les profondeurs. C'est ce qu'on a appelé, c'est ce que vous avez vu se manifester dans les fameuses révolutions oranges. Les révolutions arabes sont un petit peu différentes, on pourra en parler, elles sont aussi le résultat, le produit d'un auto-effondrement, hein, d'un effondrement interne, là aussi sur lequel on pourrait se passer un peu plus de temps. Bref, l'Occident s'est spécialisé dans les guerres de quatrième génération et l'intelligence malgré le manque d'initiative et le différentiel de niveau de puissance, hein, voilà. Vous connaissez les comparaisons entre le budget militaire russe et les budgets militaires de l'OTAN. Il n'y a quand même pas photo, et même si on sait que les budgets militaires de l'OTAN sont en trop grosse partie gonflés précisément par l'industrie d'armement qui se sucre royalement, on connaît l'évolution du prix des munitions et du matériel militaire depuis le début de la guerre en Ukraine, et tout le monde a bien vu que, en fait, ces budgets étaient énormes, tout simplement parce qu'on dépensait énormément d'impôts pour acheter des armes à un prix énorme, et parfois des armes qui n'étaient pas toujours adaptées à des théâtres d'opération. Bref, en Ukraine, la Russie a, avec un budget près de 15 fois inférieur à celui de l'ensemble des pays de l'OTAN, a réussi à tenir et à prendre même l'ascendant dans une guerre de deuxième génération, contre un pays férocisé, hein, je reviens toujours sur cette notion de férocité, sur un pays férocisé dans une guerre à l'ancienne, si je puis dire, c'est-à-dire une guerre de mobilisation industrielle, etc., etc. Et évidemment, l'Occident et l'Europe en particulier, s'étant largement dépourvus de ses capacités industrielles, notamment au profit de la Chine, dans le cadre de la mondialisation heureuse vantée par les disciples de l'école de Chicago il y a quelques dizaines d'années. Bref, en tout cas, dans ce processus de désindustrialisation massive de l'Occident, l'Occident s'est aperçu tout d'un coup qu'elle n'avait plus les moyens industriels de faire face à une guerre de deuxième génération. Et c'est d'ailleurs certainement pour ça que Vladimir Poutine et son gouvernement ont choisi cette méthode. Une chose est sûre, c'est que dans cette guerre de quatrième génération, ça peut être un éclairage, en tout cas, je jette des choses et on pourra en débattre après. Dans cette guerre de quatrième génération, une chose est sûre, c'est qu'on assiste peut-être là aussi, ça pourrait expliquer en partie l'état général de notre société, on assiste peut-être aussi là au syndrome du soldat partant de paix. Vous savez, les gouvernements ont toujours eu des inquiétudes sur ce qui se passait quand les soldats revenaient de théâtre de guerre et qu'ils se retrouvaient partants de paix, en quelque sorte démobilisés, incapables de
devant travailler, devant se réinsérer, devant etc. Ça a toujours été un sujet pour tous les pays. Qu'est-ce qu'on fait des soldats partant de paix? Et les syndromes, les problèmes que rencontrent tous les pays partant de paix, c'est peut-être quelque chose d'analogue. C'est une analogie qui peut fonctionner. On est peut-être confronté à quelque chose d'identique dans ce phénomène de guerre de quatrième génération. Ce que je veux dire par là, c'est que nous nous sommes construits, l'Occident s'est construit essentiellement autour de cette logique de puissance-là. Parce qu'elle disait quelque chose. Il faut savoir que les guerres ne sont pas simplement le résultat de la logique de l'évolution, en quelque sorte, presque naturelle, des armes, des rapports de force, etc. etc. Elles sont aussi, elles sont le résultat elles sont le résultat de la nature des sociétés, de la nature de l'état technique du rapport de force, de la nature des sociétés, et elles transforment, les guerres transforment les États. C'est-à-dire, les guerres ne sont pas simplement des manifestations de ces États, elles modifient elles-mêmes la façon de fonctionner de ces États, leur façon de trier leurs élites, etc., etc. Bref, une chose est sûre, c'est que sans cible extérieure, ou en tout cas avec des cibles extérieures qui commencent à avoir compris la nature les moyens de cette guerre de quatrième génération, les ficelles utilisées habituellement pour la mener, et je pense que la Russie commence à avoir compris un petit peu le sujet, non pas qu'elle n'a jamais mené de guerre de quatrième génération, hein. La Russie a aussi mené des guerres de quatrième génération, des opérations de guerre de quatrième génération, mais je dirais pas face à la suprématie occidentale en matière de déstabilisation interne des sociétés, hein, déstabilisation par les mœurs, déstabilisation par les oppositions, déstabilisation par la drogue, déstabilisation par la culture, etc., etc. On connaît tous ces expériences de la CIA sur l'art contemporain, sur les drogues, etc. Il faut étudier tout ça et on se rend compte, on voit à quel point cet État, cette structure occidentale, s'est très tôt spécialisée dès la fin des années 50 pour, en quelque sorte, s'est spécialisée dans ces guerres de quatrième génération. Bref, en tout cas, nous sommes dans une société qui semble en quelque sorte en guerre de quatrième génération contre elle-même. D'un certain point de vue. Parce que qui a produit la crise des opiacés aux États-Unis, qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts et des millions de familles endeuillées aux États-Unis? Alors on a beau dire, oui, mais la Chine, peut-être un petit peu, etc. Non. Regardons simplement ce qui s'est passé aux États-Unis, analysons qui étaient les acteurs, comment ça s'est joué, la famille Sackler, les laboratoires, les sociétés de conseil dont on a retrouvé la trace dans la crise du Covid, etc. Regardons tous les acteurs de cette crise aux États-Unis et analysons. Et là, on va s'apercevoir qu'il y a effectivement quelque chose qui cloche. Aucune puissance extérieure n'a mené une guerre de l'opium contre les États-Unis. Aucune puissance extérieure n'a mené une guerre démographique contre les populations et les classes moyennes aux États-Unis et en Europe occidentale. Voilà, ça c'est sûr. Donc ça veut dire que ces puissances-là, cet État-là, ou en quelque sorte ces configurations de puissance qui s'appellent Occident, mènent contre elles-mêmes, contre ses propres populations, contre la culture de sa propre population, contre la santé de sa propre population, une guerre permanente. Et évidemment, alors on peut, évidemment, tout cela, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, est-ce que ça ne serait pas les Russes quelque part qui nous envoyaient les immigrés? On sait que les guerres américaines ont fait déplacer près de 38 millions, c'est un article du New York Times, hein, donc on va dire que ce n'est pas la Pravda, enfin plus exactement si, mais bref, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas, c'est le New York Times qui a montré qu'il y avait eu près de 38 millions de personnes déplacées suite aux guerres menées par les États-Unis au Proche et Moyen-Orient, ce qui n'est pas un détail tout à fait. Et donc, si on met bout à bout toutes ces crises finalement, c'est-à-dire celles qui sapent notre volonté, qui sapent notre vitalité, qui sapent nos cultures, qui sapent notre démocratie avec l'immigration de masse, etc., etc., ce qui est le pire dans tout ça, c'est que nous nous apercevons que les gens qui veulent nous faire entrer en guerre contre la Russie et contre la Chine demain sont aussi les gens qui nous font la guerre chez nous, sur notre propre territoire, et s'attaquent à notre économie, à notre démographie, à notre culture, aux murs porteurs
de la culture populaire, aussi bien pour les classes moyennes américaines que pour les classes moyennes françaises, à nos économies, à nos libertés, j'en passe et des meilleurs. Et c'est là peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se cristalliser, c'est qu'il semblerait que là aussi, en Russie, on ait compris qu'il y avait dans les classes moyennes des zones occidentales, en tout cas des pays dits occidentaux, il y avait là des gens qui commençaient à regarder en direction de la Russie avec de l'espoir. Non pas l'espoir d'être sauvés, non pas l'espoir d'un État idéal ou d'une société merveilleuse, etc., mais simplement qui commençaient, en voyant la société russe, en voyant l'État russe, et en voyant la façon dont ce pays s'est comporté, sur le plan diplomatique et militaire, on commençait à se poser des questions sur la nature de leur puissance, la nature de la vérité médiatique, la nature de leurs élites, bref, et commence, même quand on se pose la question de l'État, vous savez, dont je vous parlais tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure, on a beaucoup de mal à définir de quoi on parle quand on parle d'État aujourd'hui en Occident. Bon, l'État, ça vient du latin stare, je ne vais pas vous faire un topo sur l'État, c'est une structure, une institution qui se construit, qui s'est construite et qui est considérée comme légitime, pour faire très simple, lorsqu'elle, je dirais, prend en charge la politique naturelle, c'est-à-dire la politique de la bonne conservation de la population. Pour faire très simple, en tout cas, c'est ce que la population en attend. Voilà. Et cette population tolère un certain nombre d'impairs, ou parfois on n'a pas le choix de tolérer, mais tolère quand même un certain nombre d'anomalies de fonctionnement de cet État, tant qu'elle perçoit que d'une façon ou d'une autre, je dis bien d'une façon ou d'une autre, c'est toujours de sa survie dont il est question. Et là, précisément en Occident, l'angoisse qui se fait jour, qui émerge, et je dirais, qui sort de partout, enfin, ça se manifeste partout, c'est mais à quoi sommes-nous confrontés? Est-ce que ces gens qui veulent nous emmener à la guerre ne sont pas aussi ces gens qui détruisent notre économie, qui détruisent notre démographie, qui détruisent nos cultures, qui détruisent nos mœurs, qui détruisent notre histoire, qui détruisent notre mémoire, qui détruisent notre santé, etc., etc. Et quand le constat est fait, évidemment, c'est là que ça boucle, c'est là que les gens se mettent à regarder la Russie, non pas comme, encore une fois, une société idéale, mais en tout cas comme le pôle de quelque chose de différent, comme le souvenir qu'il est peut-être possible d'espérer, de sortir en quelque sorte de la torpeur et du brouillard permanent fabriqué par les médias, une sorte de machine à reconditionner, à laver les cerveaux permanente, et les gens ont une sorte de point de référence. Je ne sais pas si vous vous rappelez des gens qui fixaient Howard Hughes quand il avait voulu filmer les avions dans le ciel, avec son premier film, les ailes de, je ne sais plus comment ça s'appelle, les ailes de la gloire ou quelque chose comme ça. Il s'était aperçu, après avoir filmé, qu'on ne voyait pas la vitesse de déplacement des avions dans le ciel. Et il se demandait pourquoi, il avait l'impression que les avions étaient immobiles, etc. Et il avait fait retourner toutes les scènes parce qu'il s'était aperçu qu'on ne voyait pas la vitesse de déplacement des avions parce qu'il n'y avait pas de point fixe dans l'image. Vous voyez où je veux en venir? L'absence de point fixe, c'est-à-dire l'absence de nuages dans l'image, ne permettait pas de voir la vitesse de déplacement. Et donc, d'une certaine façon, sur le plan optico-politique, la Russie, c'est ce point fixe. Sur le plan optico-politique, d'une certaine façon, si vous menez une approche optique et politique simultanément, la Russie, de ce point de vue-là, pour une partie croissante de la population occidentale, c'est ce point fixe. C'est-à-dire, c'est un repère fixe, quelque part, qui n'est pas le plus beau des nuages, ni la plus belle des montagnes, mais qui est ce qu'elle est, telle qu'elle est, et qui, en quelque sorte, par son immobilité dans le paysage et par sa présence, renvoie en permanence, montre en quelque sorte les lignes de déplacement et donne aux gens la possibilité de saisir la réalité du monde dans lequel ils se trouvent. Bref, je vais être obligé de m'arrêter là. Je vais terminer simplement en vous disant que, évidemment, je ne crois absolument pas à la restauration, pour l'instant, d'un axe Paris-Berlin-Moscou. Ce que je vois, compte tenu de l'évolution de la démographie de la population en France, de celle de l'Allemagne,
de l'évolution générale de la situation. Je pense que l'Europe de l'Ouest va se tourner de plus en plus pour des questions notamment d'endiguement démographique dans des collaborations sur la Méditerranée, c'est-à-dire essentiellement on va se concentrer l'ensemble de ces relations, de ces efforts et de ces partenariats géoéconomiques avec des puissances méditerranéennes, notamment qui bordent le pourtour de la Méditerranée. Là, je ne raisonne pas tout de suite, je raisonne à 10-20 ans. On va dire, ce sont les fatalités de l'histoire, d'une certaine façon. Donc, ce que notre démographie, notre population, l'état de notre pays dit sur ce que nous serons dans 20 ans, me porte à croire, je le dis plutôt comme ça, me porte à croire que la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal auront globalement une politique tournée essentiellement vers la Méditerranée dans les 20 ans qui viennent. Je pense que l'Allemagne, là aussi, puisqu'on a parlé de Paris, je pense que l'Allemagne, elle, aura une politique qui se tournera aussi dans un intermarium, je reprends le terme à dessein, qui ira, je dirais, du nord de l'Allemagne jusqu'à la Turquie, dans une sorte de partenariat privilégié avec les puissances centrales européennes, dont probablement aussi la Pologne. Il faudra bien qu'ils réussissent à s'entendre, ces deux-là, un de ces jours, et très probablement dans une ligne, je dirais, sur un axe qui sera prioritairement un axe Berlin-Ankara. Je pense à un axe Paris-Alger dans 20 ans, qui sera dominant dans les relations diplomatiques françaises, et je pense que l'axe dominant pour l'Allemagne dans les 20 ans qui viennent sera l'axe Berlin-Ankara. Et je pense que l'axe dominant dans 20 ans pour la Russie sera l'axe Moscou-Pékin, restera l'axe Moscou-Pékin, ce qui veut dire que si nous voulons reconstituer non pas une tendance, ou en tout cas une continuité, il va falloir nous positionner non pas en une dimension, mais en deux dimensions, c'est-à-dire penser l'échelle, penser une échelle, Paris, Alger, Berlin, Ankara, Moscou, Pékin. Et lorsque vous pensez à ces trois axes, en quelque sorte à cette profondeur stratégique-là, vous obtenez évidemment la puissance eurasiatique, le grand continent, et je dirais non pas par la disparition des États, l'implosion des uns et des autres, etc. Je pense que globalement il va y avoir des mouvements de l'histoire, etc. Et puis ma projection est une projection par-dessus l'actualité politique. D'une certaine façon, c'est une façon de lancer le débat. Je crois que si demain il peut y avoir à nouveau une collaboration, une continuité Paris-Berlin-Moscou, ce sera une continuité Paris, Alger, Berlin, Ankara, Moscou, Pékin. Et donc je pense qu'il y a évidemment derrière tout cela, notamment les BRICS, qui nous permettraient parce que Ankara, c'est pas simplement Ankara, vous connaissez je dirais la civilisation touranienne va beaucoup plus loin que le bout de la Turquie. Je pense que c'est cela, peut-être, lorsque le grand continent aura pris conscience, aura identifié son adversaire principal, qui est toujours de l'autre côté de la mer Atlantique, de l'océan Atlantique, lorsque cette puissance-là aura engagé son effondrement et en même temps sa phase la plus agressive et sa plus violente à l'égard du reste du monde, on n'y est pas encore, je pense qu'à ce moment-là, effectivement, la naturalité de ces alliances prendra tout son sens. Voilà, je vous remercie. Bien, alors je vais tâcher de prendre la suite de cet exposé passionnant et je vais repartir de Paris, Berlin, Moscou, d'abord pour l'examiner historiquement. En fait, on trouve un seul exemple de coopération Paris-Berlin-Moscou dans l'histoire récente. C'est entre Chirac, Schröder et Poutine au moment de la guerre d'Irak. Donc je vais vous montrer qu'historiquement, il y a eu des phases de très bonnes relations entre Paris et Moscou et des phases de très bonnes relations, ou Paris-Saint-Pétersbourg avant, et des phases de très bonnes relations entre Berlin et Saint-Pétersbourg ou Moscou. Mais c'est quasiment
Et il n'y a jamais eu quasiment de très bonnes relations entre les trois. Il n'y a pas de... On parle d'un axe, mais on pourrait parler d'un triangle dans l'abstrait. Et en fait, il n'existe pas. Je vais essayer de comprendre pourquoi, rapidement, avec des facteurs historiques. Et puis, ensuite, je parlerai de demain et je vous expliquerai pourquoi, personnellement, je ne veux en aucun cas d'un axe Paris-Berlin-Moscou. Je pense que ça serait de la perte d'énergie, mais on va réfléchir à ce que signifient les relations entre la France, l'Allemagne et la Russie, et on va essayer de voir ce qui est faisable et surtout ce qui, de plus en plus, la seule question qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui est souhaitable pour notre vieux pays, parce qu'il va bien falloir le reconstruire. Alors d'abord, historiquement. Donc, vous vous rappelez peut-être ces images, effectivement, qui avaient rendu malheureux les néoconservateurs américains en janvier-février 2003, lorsque l'on voyait Jacques Chirac, Gerhard Schröder. Donc Jacques Chirac, pas besoin de le présenter. Schröder, c'était le chancelier de la République fédérale depuis 1998 et il est resté au pouvoir jusqu'en 2005. Et le président russe, à l'époque récemment élu dans son premier mandat, s'appelait Vladimir Poutine. On a tous en tête ces images et on peut se demander pourquoi finalement ça n'a pas eu de suite. Est-ce que c'est simplement le fait que les néoconservateurs américains se sont très brutalement imposés en Irak? Oui, certainement. Est-ce que c'est le fait que Chirac et Schröder n'ont pas eu de successeurs prêts à marcher dans leur pas? Effectivement, Sarkozy, très atlantiste, Angela Merkel aussi, même si Sarkozy est plus pragmatique avec la Russie que ses successeurs, malgré tout, ça ne prédisposait pas au travail sur cet axe-là. En réalité, quand on connaît l'histoire, et pour ça que je vais être relativement court sur ce premier exemple, mais quand on connaît l'histoire, les relations entre Paris, Berlin et Moscou à l'époque de Chirac, Schröder et Poutine n'étaient pas aussi idylliques qu'elles en avaient l'air. Et en particulier, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a eu, enfin ce qu'on ne sait pas généralement, peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà cette histoire, c'est qu'il y a eu une lutte absolument féroce, dont quasiment aucun média n'a parlé à l'époque, entre les Français et les Allemands pour savoir quel était le bon gazoduc à construire. Est-ce que c'était celui qui passait par la Turquie, la mer Noire et ensuite qui rejoignait l'Europe du Sud, ou est-ce que c'était ce qui est devenu Nord Stream? Et c'est une lutte absolument féroce où, paradoxalement, les Français s'étaient alliés, disons, à une faction américaine, les réseaux de George Bush le père, et ont perdu, en fait, face à d'autres factions américaines qui soutenaient l'Allemagne, Schröder et le projet de Nord Stream. Et en fait, le Turkish Stream, dont on a reparlé récemment, dont on reparle aujourd'hui, mais il aurait pu être construit déjà il y a 20 ans. Et c'est un bras de fer terrible entre Schröder et Chirac, dont on n'a jamais parlé, qui a conduit à ce que ce soit la solution nord-européenne qui l'emporte contre la solution sud-européenne. On comprend bien l'enjeu pour l'Allemagne, on comprend bien l'enjeu pour la France, mais remarquons, et peut-être que ça rejoint une question qu'évoquait rapidement Laurent Ozon, remarquons qu'il y a une Europe du Nord qui regarde vers la Baltique, il y a une Europe du Sud qui regarde vers la Méditerranée, et ce sont des enjeux de puissance tout à fait considérables. Rappelons-nous que lorsque Nicolas Sarkozy est devenu président de la République, il voulait créer une union pour la Méditerranée et que c'est Madame Merkel qui a largement émoussé l'effet de cette organisation-là. Donc on a là des choses extrêmement profondes. Alors,
au début des années 2000, Vladimir Poutine, lui, n'a pas forcément à prendre parti. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait un de ces projets qui aboutisse de manière à ce que le gaz russe puisse être un jour exporté. Et si c'est le projet mené par l'Allemagne qui l'emporte, auquel finalement Chirac se rallie, eh bien à ce moment-là, il n'a pas à trancher entre les différents projets. Le Turkish Stream, d'ailleurs, est revenu plus tard sur la table, si j'ose dire. Alors, je vous dis ça parce qu'en fait, on a un paradoxe historique qui est le fait qu'il y a eu des périodes de très bonnes relations entre Paris et Saint-Pétersbourg, ou Paris et Moscou, des périodes de très bonnes relations entre Berlin et Saint-Pétersbourg ou Moscou, mais qu'il n'y a quasiment jamais eu de période de très bonnes relations entre les trois. Je vais donner quelques exemples. L'époque bismarckienne. Oui, Bismarck a tout à fait raison, du point de vue de l'Allemagne qu'il a créée, de dire que la bonne entente avec Moscou, Saint-Pétersbourg à l'époque, pardonnez-moi le lapsus, c'est un fondement de la paix européenne qu'il veut construire. Et d'ailleurs, nous savons tous que le fait que Guillaume II ait renoncé à cette bonne entente avec la Russie des tsars est l'une des origines, sinon la seule, de la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, il y a un nouveau rapprochement germano-russe, en l'occurrence germano-soviétique, qui a donné beaucoup de cauchemars à la classe politique française, à savoir le traité de Rapallo en 1922, qui permet à l'Allemagne et à la Russie soviétique de sortir de leur isolement diplomatique après les traités de paix qui avaient humilié l'une et n'avaient pas inclus l'autre, mais ça se fait au détriment de la France. Et d'ailleurs, lorsque dans les années 1930, Hitler joue d'abord la carte d'un rapprochement avec l'Union soviétique lors du pacte germano-soviétique. Eh bien, c'est dans une situation où la France a renoncé à exister diplomatiquement comme partenaire de l'Union soviétique. Je vous rappelle l'échec après l'assassinat de Bartou, on ne donne pas suite au traité franco-soviétique. Laval, qui devient président du Conseil, l'abandonne. Et ensuite, il y a effectivement, ce que vous savez, les tergiversations qui font qu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, Staline fait le choix d'un pacte de non-agression pour se protéger face à la guerre qui va éclater. Mais regardons après la Deuxième Guerre mondiale. C'est extrêmement intéressant. Le chassé-croisé des années 1960 et 1970. Dans les années 1960, le général de Gaulle lance sa grande politique pour la construction d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural, avec son triptyque détente, entente, coopération. Et c'est une politique qui est d'ailleurs formulée dans des termes souvent prophétiques, y compris pour l'Allemagne, et qui dessine les contours de ce que les Allemands vont appeler quelques années plus tard l'Ostpolitik. De Gaulle dit très bien lors de sa conférence de presse du 25 mars 1959, lorsqu'il parle de la crise de Berlin. À l'époque, Khrouchtchev avait lancé un ultimatum aux Occidentaux leur demandant d'évacuer leurs troupes de Berlin-Ouest. Et De Gaulle, qui était d'ailleurs le seul à être complètement ferme là-dessus, dit non, nous ne céderons pas, premièrement. Deuxièmement, une fois que le bluff de Khrouchtchev aura été éventé, à ce moment-là, les deux parties de l'Allemagne devront commencer à développer des relations économiques, personnelles, culturelles. Et puis un jour, dit De Gaulle, on peut envisager la réunification de l'Allemagne dans ses frontières issues de la Deuxième Guerre mondiale.
et il ajoute aussi plus tard une Allemagne qui, bien sûr, ne possède pas l'arme nucléaire et qui est prise dans un traité de sécurité européen. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où De Gaulle développe cette politique, eh bien, elle est critiquée même par ceux qui vont faire l'Ostpolitik plus tard. C'est une des grandes déceptions du général de Gaulle, c'est la manière dont Willy Brandt, finalement, futur chancelier social-démocrate, mais déjà vice-chancelier à partir de la fin 1966, ne le soutient pas suffisamment dans cette politique-là. Et dans les années 70, vous avez une Allemagne de l'Ouest qui, au contraire, développe cette Ostpolitik à un moment où le président Pompidou, lui, est plus méfiant, en particulier parce que, en conservateur qu'il est, il voit plus le communisme que la Russie dans l'Union soviétique. Alors, peut-être que j'étais un peu rapide tout à l'heure, on pourrait parler de la période Giscard, Schmitt, Brejnev. Non, sauf que, en fait, Schmitt fait très vite sauter la bonne entente qu'il pouvait y avoir au départ entre les trois capitales, parce que, en décembre 1977, il demande l'installation de ce qui sera les fusées Pershing sur le continent ouest européen, sur la partie occidentale du continent européen, arguant d'un déséquilibre entre effectivement les deux camps en Europe occidentale, sans voir que si l'Union soviétique installe une nouvelle génération de missiles de moyenne portée, c'est parce qu'elle est inquiète sur ce qui se passe du côté chinois à l'époque, hein, ce n'était pas du tout le contexte d'aujourd'hui, et elle avait besoin effectivement d'enlever des troupes à l'ouest pour en mettre plus sur la frontière avec la Chine, mais je peux vous raconter cette histoire dans le détail et j'arrive toujours à la même conclusion. Paris, Berlin, Moscou. Henri Grossouf n'est pas là, je ne veux pas lui faire de peine, mais ça n'a quasiment jamais existé. C'est un fait. Alors, ensuite, on peut se demander pourquoi. Et ça va nous amener à des éléments que je vais développer aussi en prospective pour demain. Mais je dirais qu'il y a, en fait, si on regarde bien, il y a d'abord la différence fondamentale entre la France et l'Allemagne. C'est que la France est d'abord une nation construite politiquement, qui existe par son État, qui existe par sa diplomatie, qui existe quand elle veut exister comme nation indépendante. Et donc, ces relations avec la Russie se construisent sur cette base-là. Et les relations entre la France et la Russie sont d'abord des relations politiques, fondamentalement. Alors que ce pourquoi l'Allemagne a toujours intéressé la Russie depuis Pierre le Grand, et peut-être qu'il faudrait remonter auparavant, mais je ne suis pas forcément assez instruit pour vous en parler. Mais ce qui a toujours intéressé, sans tomber dans le cliché, c'est l'ingénieur allemand, c'est l'économie allemande, c'est justement l'Allemagne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une puissance économique et surtout à partir de la révolution industrielle. À partir de là, on peut dire oui, mais Bismarck, oui, certes, Bismarck est un très grand politique, oui, le tsar, qui est son interlocuteur, et le ministre des Affaires étrangères, qui est son interlocuteur, est content d'avoir un partenaire, mais vous savez que très vite, ces choses-là évoluent avec l'alliance franco-russe, dès que l'Allemagne commence à s'éloigner de la Russie diplomatiquement parlant. Mais voilà une première différence fondamentale, je crois, qui est liée à la constitution des trois nations, et en sachant que l'Allemagne, au fond, n'a pas besoin de la politique, j'y reviendrai tout à l'heure, pour exister. L'Allemagne peut exister sans politique. Et d'ailleurs, elle a peut-être existé plus facilement lorsqu'elle n'était pas unie politiquement avec une politique de puissance. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors que la France, elle a besoin de cette politique de puissance. Et vous voyez bien que, de toute façon, ça crée automatiquement des déphasages. Quand le général de Gaulle
veut une entente avec Moscou, cette entente avec Moscou, il la veut au service de sa vision de l'indépendance française et d'une France modèle d'un élément d'alternative entre le modèle américain et le modèle soviétique, mais affirmant son indépendance. Et à la même époque, il fait ça, parce qu'il a été profondément déçu par l'ajout d'un préambule atlantiste au traité de l'Élysée qu'il avait signé avec Adenauer. Alors, je ne veux pas être trop long. J'insiste sur un deuxième élément qui me semble assez fondamental, qui est la suite de ce que je viens de dire, c'est que fondamentalement, dans les moments d'affrontement, les relations entre la France et la Russie d'une part et l'Allemagne et la Russie d'autre part n'ont pas été vécues du tout de la même manière. Au fond, quand vous regardez, il y a eu des périodes d'affrontement entre la France et la Russie, pensons à Napoléon, mais il y a toujours eu l'idée selon laquelle, Chateaubriand le dit magnifiquement dans les Mémoires d'Outre-Tombe, selon laquelle, au fond, la France et la Russie ne se touchent pas, n'ont pas de frontières communes, n'ont pas d'éléments de dispute de puissance, de dispute géopolitique immédiate, et donc fondamentalement une guerre à mort, une guerre totale entre la France et la Russie n'était pas envisageable. Alors qu'au contraire, entre l'Allemagne et la Russie, comme nous le savons, il y a eu la guerre la plus atroce de tous les temps. Hein, la guerre de 1941 à 1945, la guerre germano-soviétique, est la guerre la plus atroce de tous les temps, avec 27 millions de morts du côté soviétique. 27 millions de morts. C'est-à-dire que Hitler a tué plus de soviétiques que Lénine et Staline réunis. Plus la Première Guerre mondiale et la guerre civile, en fait, quand on fait un bilan. Donc il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Et alors ça, je crois que ce sont des choses qui pèsent très fortement jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que on voit très bien comment le problème fondamental de la classe dirigeante allemande actuelle, c'est le fait que la société allemande de l'Ouest, je parle bien de l'Ouest, hein, je reparlerai tout à l'heure de l'Allemagne de l'Est, la société allemande de l'Ouest, dans ses profondeurs, n'a pas voulu prendre la mesure de ce qu'a été la guerre germano-soviétique. À l'Ouest, on a fait son travail de mémoire, comme on dit, sur la Shoah. On l'a fait sans y être forcé, authentiquement. On a examiné un certain nombre de crimes du nazisme et on s'est arrêté au fait de prendre la mesure de ce qu'avait été la guerre germano-soviétique. Et aujourd'hui, quand vous parlez avec les vieilles générations en Allemagne, vous savez qui ont encore la mémoire, pourquoi au fond la guerre actuelle d'Ukraine les gêne, et pourquoi un affrontement avec la Russie les gêne, mais c'est parce que l'Allemagne a beaucoup perdu la dernière fois qu'elle a affronté la Russie. Il n'y a pas d'empathie, ni pour le peuple ukrainien, dont je rappelle qu'il a été largement victime du nazisme, même si aujourd'hui il y a des fous furieux en Ukraine qui se réclament de l'héritage de Bandera, ni d'empathie pour le peuple russe. Il faut avoir quand même les chiffres en tête, hein, de 12 millions de Russes qui sont morts, civils et militaires, et 7 millions d'Ukrainiens. C'est ça la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas travaillé par la société allemande jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vous dresse peut-être un tableau pessimiste, mais je voudrais en venir au fait pour demain. Alors oui, évidemment,
on ne pourra que se réjouir si, d'ici quelques mois, peu probable, quelques années, Paris et Berlin établissent de meilleures relations avec Moscou. Il y a eu des signes qui ont été donnés vis-à-vis des deux gouvernements, des deux capitales, et ils ont été donnés sur un mode différent, d'ailleurs sans tomber là aussi dans les simplifications, mais finalement, que fait Vladimir Poutine de significatif? C'était juste avant le début de la guerre d'Ukraine. Il envoie un message de félicitations à l'amiral de Gaulle pour son 100e anniversaire. Et si vous avez lu ce texte magnifique, c'est un texte qui est écrit à Emmanuel Macron pour lui dire il faudrait peut-être se souvenir de l'héritage du général de Gaulle. Quel message a-t-il envoyé aux Allemands sur un mode un peu différent? C'est lors de la réception des lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Allemagne il y a quelques mois, il a dit très simplement quand toute cette folie-là sera passée, nous devrons rétablir nos bonnes relations économiques. Vous voyez, le président russe lui-même ne parle pas de la même façon de la relation avec la France et avec l'Allemagne. Mais souhaitons cela, et souhaitons cela d'autant plus que il est évident que l'ambition américaine était, dès le départ, ça a été dit, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, mais de casser les relations économiques entre l'Allemagne et la Russie, et voir l'explosion provoquée de Nord Stream, mais en fait ça commence bien avant. Mais si on réfléchit bien, la volonté américaine à l'occasion de la guerre d'Ukraine, c'est bien aussi de casser le lien franco-allemand. Et l'Europe, telle qu'est tout ce qu'il pouvait y avoir comme reliquat d'une Europe autonome qui se serait construite autour de la France et de l'Allemagne. Et donc ce qu'Emmanuel Macron n'a absolument pas vu, c'est que la France sortirait d'autant plus isolée de la situation créée par l'agressivité américaine vis-à-vis de l'Allemagne, et il est certain qu'il y aurait eu là éventuellement une stratégie à élaborer ensemble. Le problème étant que ni les dirigeants allemands actuels, ni Emmanuel Macron et son gouvernement n'étaient véritablement capables de formuler cette vision alternative. Et puis, si j'insiste là-dessus, effectivement, on a un deuxième problème, qui est celui de la crise très profonde des relations franco-allemandes, de la crise très profonde des relations entre la France et l'Allemagne, et du fait que probablement l'Union européenne va exister encore pendant quelques années, mais avec une France et une Allemagne qui sont de facto en concurrence et qui, de facto, vont chercher à chaque fois à avoir des majorités pour les votes. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, sur l'industrie nucléaire. Une des rares fois où Macron a fait quelque chose de sensé, lorsqu'il a créé une coalition de pays pour imposer à Bruxelles le fait que l'industrie nucléaire devait faire partie des énergies de la transition énergétique. Mais la donnée qu'il faut avoir effectivement en tête, c'est que les relations entre la France et l'Allemagne ne vont pas s'améliorer, elles vont plutôt continuer à se détériorer doucement, sans animosité entre les peuples, mais parce que tout simplement, les dirigeants ne se comprennent plus, ils n'ont plus les mêmes intérêts, et puis surtout, l'Allemagne s'étant laissée traiter comme un paillasson par les États-Unis, comme nous le savons, depuis le début de la guerre d'Ukraine, eh bien, l'Allemagne va chercher tous azimuts des occasions de compenser tout ce qu'elle a perdu économiquement, à commencer par le gaz russe bon marché. Donc elle ne va faire aucun cadeau à la France. En particulier, il n'y aura aucun cadeau sur les déficits français, puisque ça sera un levier pour faire pression sur la France. En réalité, quand on regarde bien, on peut faire un double pronostic.
Le premier, je suis quasiment sûr de ne pas me tromper, vous connaissez la formule de Churchill hein, qui disait l'anticipation c'est très difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir. Mais là, je suis sûr de ce que j'avance pour la première anticipation. De fait, il y aura De Gaulle aurait dit c'est la nature des choses, il y aura une réconciliation économique entre l'Allemagne et la Russie, ne serait-ce parce qu'à un moment, les Russes voudront retrouver un point d'appui en Europe occidentale pour ne pas être simplement dans un face-à-face avec la Chine. Il y aura ce besoin-là. Et puis, c'est la géographie qui dicte, quoi qu'on dise. Lorsque De Gaulle parlait de l'Atlantique à l'Oural, il savait bien de quoi il parlait. Les centres politiques de la Russie ne se trouvent pas du côté de la Chine, mais ils se trouvent du côté de l'Europe. Donc là, on imagine un rapprochement. La deuxième anticipation, elle est beaucoup plus hasardeuse parce qu'en fait, elle dépend de savoir s'il y aura une révolution dans les comportements des élites françaises et est-ce que nous reviendrons à une politique qui soit une politique de souveraineté et d'indépendance. Et si vous voulez, je pense que j'en ai parlé de temps en temps avec Henri de Grossouvre, mais je pense que la faiblesse de la vision Paris-Berlin-Moscou, c'est pas comme ça qu'Henri de Grossouvre l'entend, mais la faiblesse éventuelle de la vision, c'est d'enfermer la France sur le continent européen. Or, en fait, quand on regarde l'histoire de France, les très grandes périodes de notre histoire sont celles où nous avons eu des dirigeants qui ont trouvé un point d'équilibre entre notre participation aux affaires de l'Europe et notre participation aux affaires du reste du monde. Et je pense que la France actuellement est mise par ses dirigeants dans une situation dramatique. D'abord parce qu'elle est... nos dirigeants, si on peut les appeler, je suis d'accord, moi j'ai plutôt envie de dire nos dirigés d'ailleurs souvent, parce que comme ils prennent leurs ordres ailleurs, et donc nos dirigés, 90% de leur énergie est absorbée par l'Union européenne et le reste du monde, enfin tout le monde le dit, l'effondrement de notre diplomatie, mais moi je vais vous donner un exemple très simple. En 2010, j'étais au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et il y avait des grands projets de financement de projets de recherche innovante. Et il n'y avait pas un projet qui avait été proposé pour l'outre-mer. Alors, je veux dire, pas un financement qui avait été proposé pour l'outre-mer, parce que les universités d'outre-mer aient eu envie de faire des choses, que le CNRS a eu envie de faire des choses, mais dans les cabinets ministériels, tout était en métropole, dans une optique européenne, au sens de l'Union européenne. Donc on a un vrai problème. Et le drame, c'est que jamais autant qu'aujourd'hui, nous n'aurions eu besoin de développer et de défendre, alors défendre d'abord, développer ensuite notre outre-mer. On rappelle que la France a le deuxième domaine maritime au monde. Simplement, quand je vois le comportement inepte d'un Emmanuel Macron qui jette de l'huile sur le feu en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, où tout allait s'apaiser, on se dit, on est mal parti. Mais j'insiste là-dessus. Je ne sais pas si notre classe politique ne va pas totalement gâcher les choses pour nos territoires d'outre-mer. C'est une hypothèse pessimiste, mais les pessimistes ont malheureusement souvent raison. Mais peu importe, quelle que soit la forme que prendra notre relation au reste du monde, je pense qu'il restera toujours des atouts considérables. D'abord, nous n'allons pas tout perdre. Ensuite, il y a la francophonie. Et ensuite, en fait, ce pourquoi nous pouvons être intéressants pour la Russie, c'est précisément parce que nous sommes très différents de l'Allemagne.
Nous sommes présents sur tous les océans du monde, territorialement parlant. Nous avons une tradition diplomatique qui peut être réveillée encore. Nous avons, comme le disait Laurent Ozon, aujourd'hui un défi énorme dans nos relations avec l'Afrique qui nous obligera à redévelopper des relations avec le bassin méditerranéen, avec ce qu'il y a au sud. Nous n'aurons pas le choix. Et dans ce cadre-là, les relations entre l'Allemagne et la Russie d'un côté, les relations entre la France et la Russie d'un autre côté, si elles se développent à nouveau, se développeront selon des modalités très différentes. Je souhaite de tout cœur qu'il y ait à nouveau un jour une grande politique française d'indépendance et de souveraineté. Et à ce moment-là, c'est cette politique française-là qui pourra dialoguer avec une Russie, la politique d'une Russie qui est redevenue une grande puissance, et aujourd'hui qui est très clairement déjà redevenue la première puissance militaire du monde. Et tout ça pour vous dire, Paris, Berlin, Moscou, c'est très stimulant intellectuellement, ça a eu son intérêt, et je pense que très clairement qu'Henri de Grossouvre a fait beaucoup pour essayer de prolonger ce qui s'était passé entre Chirac, Schröder et Poutine, et il avait même commencé un peu avant, dans les années 90. Et ça nous disait aussi quelque chose de fondamental, c'était qu'il y avait des intérêts propres à la France et à l'Allemagne qui étaient orthogonaux avec ceux des puissances, de la puissance anglo-américaine. Mais aujourd'hui, si nous pensons à l'avenir, il faut penser bien sûr apaisement des relations avec la Russie, réconciliation, et ça la France et l'Allemagne peuvent le faire ensemble, mais fondamentalement, ce que la France et l'Allemagne auront à offrir à la Russie ne sera pas du même ordre. La Russie aura des préoccupations d'abord économiques et la France aura des préoccupations d'abord de politique et qui seront des préoccupations aussi de politique de puissance, mais aussi avec un impact, parce que ce que nous saurons faire en termes de politique mondiale aura aussi des conséquences sur notre capacité à assimiler les étrangers dans notre société. Je fais une dernière petite remarque, je n'ai pas eu le temps de développer, mais on peut le reprendre dans les questions. J'insiste aussi sur le fait que, je vais le dire brutalement, l'unité allemande de 1990 a échoué. Aujourd'hui, nous avons à nouveau très clairement deux Allemagnes. Et l'attitude face à la Russie le montre. Si vous regardez bien ce que sont les deux partis en tête en Allemagne, enfin les deux partis, pour être plus exact, le parti en tête c'est l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, et le parti qui monte et dont toutes les projections montrent qu'il va dépasser le SPD à gauche, c'est le parti de Madame Wagenknecht. L'Allemagne de l'Est est en train de retrouver une identité propre autour du thème de la paix et autour du thème de ses bonnes relations avec la Russie. C'est un héritage, évidemment, des années de RDA, mais il est étonnant de voir que les Allemands de l'Ouest, après la réunification, ont parlé avec un grand mépris de ce qu'avait été la culture politique en Allemagne de l'Est. Or, aujourd'hui, ceux qui ont le plus d'empathie avec la société ukrainienne qui souffre, ce sont les Allemands de l'Est. Ce ne sont pas les Allemands de l'Ouest et leurs grands principes, leurs grandes valeurs. Et quand vous regardez bien, effectivement, tous les sondages le montrent, la société ouest-allemande est beaucoup plus belliciste, si j'ose dire, que la société est-allemande. Une fois qu'on a dit ça, il faut se rendre compte qu'il y a plus de 50% des Allemands qui souhaitent une négociation entre la Russie et l'Ukraine, qui souhaitent que cette guerre cesse, donc ça il ne faut pas l'oublier. Et donc ce à quoi je fais allusion sur cette division dans les esprits, ça a malheureusement, enfin, ça va jouer malheureusement contre une politique d'apaisement allemande, parce que le parti qui va gagner les prochaines élections, ce sont les chrétiens démocrates
et les chrétiens démocrates sont tout aussi belliqueux que le gouvernement actuel. Et ça va poser un problème, effectivement, mais si on fait un pronostic, alors là, plus optimiste, on dira que vraisemblablement, la société est-allemande, qui pèsera sur les choix de l'Allemagne de l'Ouest, obligera à un compromis entre les bellicistes et les pacifiques, plutôt que les pacifistes d'ailleurs je dirais, en Allemagne. Voilà une autre façon de vous dire, la France et l'Allemagne vont réagir vis-à-vis de la Russie très différemment dans les années qui viennent, et donc j'espère n'avoir désespéré personne, mais notre salut ne passe pas par l'axe Paris-Berlin-Moscou, même si nous devons souhaiter qu'il y ait à nouveau de bonnes relations entre Paris et Moscou et de bonnes relations entre Berlin et Moscou. Je vous remercie.